Ma fille a cru que je n'avais pas remarqué quand elle a mis quelque chose d'étrange dans mon sac. Je l'ai mis dans son tiroir. Bonjour mes amis, avant de commencer cette histoire qui va vous bouleverser, j'ai besoin de votre soutien. Cliquez sur « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. C'est gratuit pour vous, mais ça nous aide énormément à continuer à vous raconter ces histoires vraies qui marquent les cœurs. Et surtout, restez jusqu'au bout car ce que vous allez découvrir va complètement changer votre vision de la famille et de la justice. Je m'appelle Henri Dubois, j'ai 68 ans, et je vais vous raconter comment ma propre fille a essayé de me détruire avec un piège diabolique, et comment j'ai retourné ce piège contre elle. Mais cette histoire cache une vérité encore plus troublante que tout ce que vous pourrez imaginer. Pendant 43 ans, j'ai travaillé comme mécanicien dans le garage Peugeot de la rue de la République, à Marseille. Mes mains portent encore les cicatrices de l'huile brûlante et du métal tranchant, mes ongles gardent des traces de cambouis que même le savon le plus fort n'arrive pas à effacer complètement. Chaque ride sur mon visage raconte une histoire de labeur, chaque cheveu gris témoigne des nuits blanches passées à réparer des voitures pour nourrir ma famille. Ma femme Claire est partie il y a 5 ans, emportée par un cancer foudroyant qui nous a laissés, ma fille Isabelle et moi, dans un silence pesant. Notre maison de 3 pièces dans le quartier de la Plaine n'a jamais été la même depuis. Les rires de Claire résonnaient encore parfois dans ma mémoire, surtout quand je préparais le café le matin dans notre petite cuisine aux carreaux bleus délavés. Isabelle avait 32 ans quand sa mère est décédée. Elle travaillait alors comme assistante administrative dans une compagnie d'assurance du centre-ville, gagnait correctement sa vie, mais vivait encore chez nous, pour m'aider, disait-elle. Au début, j'étais reconnaissant. La solitude après 40 ans de mariage est un poids qui écrase les épaules comme un moteur qu'on porterait seul. Puis elle a rencontré Kevin. Kevin Mercier, 28 ans, cheveux gominés, sourire trop parfait, costume bon marché qui se voulait élégant. Il se présentait comme consultant en investissement, mais je n'ai jamais compris exactement ce qu'il faisait. Ses mains étaient trop douces, trop blanches. Elle n'avait jamais connu le travail honnête. Quand il me serrait la main, je sentais cette mollesse qui me dégoûtait. « Papa, tu vas l'adorer », me répétait Isabelle, les yeux brillants d'un amour que je trouvais trop soudain, trop intense. Kevin venait dîner chez nous 2 fois par semaine, s'asseyait à ma table, mangeait la cuisine que je préparais avec les ingrédients que j'achetais avec ma maigre retraite de mécanicien. Il souriait, racontait des histoires d'affaires miraculeuses, de gains faciles, d'opportunités en or. Moi, je l'écoutais en silence, mes yeux de vieux loup observant chaque geste, chaque tic, chaque mensonge déguisé en vérité. Un soir de novembre, alors que la pluie tambourinait sur les vitres de notre salon exigu, Kevin s'est penché vers moi avec cet air confidentiel qu'adoptent les escrocs avant de frapper. « Henri, j'ai une proposition qui pourrait nous intéresser toutes, » a-t-il commencé, ajustant sa cravate rouge sang. « Vous savez, avec votre expérience de la vie, votre sagesse. Il y a une opportunité d'investissement exceptionnelle qui arrive. Des obligations d'État, très sûres, très rentables. » Isabelle le regardait avec des yeux d'adoratrice, hochant la tête comme si chaque mot était une révélation divine. « Papa, Kevin a déjà fait gagner beaucoup d'argent à ses clients. C'est une chance incroyable. » J'ai pris une gorgée de mon café froid, sentant l'amertume envahir ma bouche. « Combien ?» j'ai demandé simplement. « Eh bien, pour commencer modestement, disons, 50 000 euros. C'est votre épargne retraite, n'est-ce pas? 50 000 euros. L'argent que j'avais mis de côté centime par centime pendant des décennies. L'argent destiné à mes dernières années, à ma sécurité, à payer un éventuel EHPAD si ma santé se détériorait. L'argent que Claire et moi avions économisé en nous privant de vacances, de restaurants, de petits plaisirs. Je vais réfléchir, j'ai murmuré. Les semaines suivantes, la pression s'est intensifiée. Kevin venait plus souvent, Isabelle se montrait plus insistante. Ils avaient développé une stratégie bien rodée, elle jouait la fille inquiète pour l'avenir de son père, lui jouait le gendre dévoué qui voulait assurer la sécurité financière de sa belle famille. « Papa, tu as travaillé si dur toute ta vie, » me disait Isabelle en me massant les épaules pendant que je regardais la télévision. « Tu mérites que ton argent travaille pour toi maintenant. » Kevin connaît vraiment son affaire. Un matin de décembre, alors que le froid mordant de la Méditerranée s'infiltrait par les fentes de nos vieilles fenêtres, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. En préparant mon petit déjeuner, j'ai vu Isabelle et Kevin chuchoter près de la porte d'entrée.
Leur voix était basse, mais l'acoustique particulière de notre appartement me permettait de saisir des bribes. Bientôt, le vieux, l'argent, plus longtemps. J'ai fait semblant de ne rien entendre, continuant à tartiner ma baguette de confiture de fraises maison, celle que Claire préparait chaque été avec les fruits de notre petit balcon. Mais mes oreilles étaient tendues, mon cœur battait plus vite. Ce soir-là, Kevin est parti plus tôt que d'habitude, prétextant un rendez-vous professionnel important. Isabelle s'est installée dans le salon avec son téléphone, tapotant frénétiquement sur l'écran. De temps en temps, elle levait les yeux vers moi, m'observait d'un regard que je ne reconnaissais plus. Un regard calculateur, froid, déterminé. J'ai compris que quelque chose se tramait. Le lendemain était un vendredi. Comme chaque vendredi depuis ma retraite, je prenais mon sac à dos en toile marron, celui que Claire m'avait offert pour mes 60 ans, et j'allais faire mes courses au marché des Capucins. C'était mon rituel, ma sortie hebdomadaire, le moment où je retrouvais un semblant de vie sociale en discutant avec les commerçants que je connaissais depuis des années. Ce matin-là, alors que je me préparais à partir, j'ai vu Isabelle sortir de sa chambre d'un pas pressé. Elle portait sa robe de nuit bleue, ses cheveux étaient ébouriffés, mais ses yeux étaient parfaitement éveillés, alertes. Elle s'est approchée pour m'embrasser sur la joue, geste qu'elle ne faisait plus depuis des mois. « Bonne journée, papa. Achète-toi quelque chose de bon. » Sa main a effleuré mon sac pendant qu'elle m'embrassait. Un geste rapide, presque imperceptible. Mais mes 68 années de vie, mes décennies d'observation minutieuse des mécanismes les plus complexes, m'avaient appris à remarquer les plus petits détails. J'ai senti quelque chose de dur, de rectangulaire, glisser dans la poche extérieure de mon sac. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais j'ai gardé un visage impassible. À tout à l'heure, ma chérie. Une fois dans l'escalier de notre immeuble des années 70, j'ai ouvert la poche de mon sac. Mes doigts ont reconnu immédiatement la forme familière d'un téléphone portable. Mais ce n'était pas mon vieux Samsung que je connaissais par cœur. C'était un smartphone récent, noir, fin, que je n'avais jamais vu. Je l'ai allumé. L'écran s'est illuminé sans demander de code. Sur le bureau, plusieurs applications étaient ouvertes, des messages, des photos, des contacts. Mon sang s'est glacé quand j'ai réalisé ce que je tenais entre mes mains. Ce n'était pas un téléphone ordinaire. C'était un piège. En fouillant rapidement dans les messages, j'ai découvert des conversations entre des numéros que je ne reconnaissais pas, des photos compromettantes qui n'étaient certainement pas légales, des contacts avec des pseudonymes louches. Quelqu'un avait soigneusement préparé ce téléphone pour qu'il contienne exactement le type de contenu qui pourrait détruire une réputation, ruiner une vie, envoyer quelqu'un en prison. Et Isabelle venait de le glisser dans mon sac. La vérité m'a frappé comme un coup de masse sur la tête. Ma propre fille, la chair de ma chair, celle pour qui j'avais sacrifié mes rêves, mes envies, mes plaisirs, était en train d'orchestrer ma chute. Avec l'aide de Kevin, elle avait monté une machination pour me faire arrêter, me faire inculper, me faire disparaître de sa vie. Pourquoi? L'héritage. La maison. L'assurance vie. Mon épargne retraite. Mes jambes ont tremblé. Je me suis appuyé contre le mur froid de la cage d'escalier, sentant les larmes monter malgré moi. La douleur n'était pas physique, elle était bien pire. C'était la douleur de la trahison absolue, du mensonge familial, de l'amour transformé en calcul sordide. Mais je n'étais pas devenu vieux sans apprendre à contrôler mes émotions. Après quelques minutes, ma colère a pris le dessus sur ma tristesse. Si Isabelle et Kevin voulaient jouer à ce jeu-là, ils allaient découvrir que le vieux Henri Dubois n'était pas aussi naïf qu'ils le croyaient. J'ai continué ma journée comme si de rien n'était. J'ai fait mes courses, discuté avec Marcel le poissonnier, acheté mes légumes chez Fatima qui tenait le stand de primeur depuis 15 ans. Mais dans ma tête, un plan se formait. Un plan aussi méticuleux que le démontage d'un moteur complexe. De retour à la maison, j'ai trouvé Isabelle dans la cuisine, préparant le déjeuner avec une désinvolture parfaite. Elle fredonnait même, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. « Papa. Comment s'est passée ta matinée? » « Très bien, ma chérie. J'ai rencontré des gens intéressants. Kevin est arrivé pour le déjeuner, comme prévu. Ils avaient l'air détendus, confiants, certains que leur plan se déroulait parfaitement. Pendant le repas, j'ai observé leurs gestes, leurs regards complices, leurs sourires entendus.
Ils attendaient que la police vienne frapper à ma porte d'un moment à l'autre. Mais moi, j'attendais autre chose. Après le repas, j'ai prétexté une sieste. Je suis fatigué, mes enfants. Ces longues marches au marché, à mon âge. Dans ma chambre, j'ai sorti le téléphone de mon sac et j'ai commencé à l'étudier méthodiquement. Les messages révélaient un réseau de chantage, de prostitution, de trafic de stupéfiants. Les photos étaient encore plus compromettantes. Ce téléphone était une véritable bombe à retardement, un arsenal de preuves contre des activités criminelles graves. Quelqu'un avait passé des mois à constituer ce dossier. Quelqu'un qui connaissait parfaitement les rouages de la justice, qui savait exactement quel type de preuve pourrait détruire une vie en quelques heures. Ce quelqu'un, c'était Kevin. J'ai tout compris. Kevin n'était pas un simple escroc financier. Il était impliqué dans des affaires bien plus sombres, bien plus dangereuses. Et quand il avait réalisé que je résistais à ses sollicitations d'investissement, il avait décidé de changer de stratégie. Plutôt que de me convaincre de lui donner mon argent, il allait me faire disparaître pour qu'Isabelle hérite directement. Et ma fille, aveuglée par l'amour et l'appât du gain, était devenue sa complice. Le soir même, j'ai attendu qu'Isabelle prenne sa douche. Kevin était reparti chez lui, dans son appartement du centre-ville que je n'avais jamais visité. La maison était silencieuse, seul le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain troublait le calme. Je suis entré dans la chambre d'Isabelle, cette chambre qu'elle occupait depuis l'enfance, où elle avait grandi, rêvé, fait ses devoirs sous la surveillance bienveillante de sa mère. Les murs étaient encore décorés de ses anciens posters, de ses photos d'adolescence, de ses diplômes encadrés. Tout un passé d'innocence qui contrastait cruellement avec ce qu'elle était devenue. J'ai ouvert sa commode, fouillé dans ses tiroirs jusqu'à trouver celui du fond, celui qu'elle fermait toujours à clé mais dont j'avais gardé un double depuis qu'elle était enfant. À l'intérieur, j'ai découvert des documents qui confirmaient mes soupçons, des contrats d'assurance vie à mon nom, des procurations bancaires pré-remplies, des formulaires de succession anticipés. Tout était préparé pour ma mort prochaine. J'ai glissé le téléphone piégé au fond du tiroir, sous une pile de lingerie fine que je ne lui connaissais pas, des sous-vêtements coûteux qui ne correspondaient pas à son salaire d'assistante administrative. Kevin la gâtait avec l'argent qu'il gagnait dans ses activités illégales, et elle fermait les yeux, complice silencieuse de ses crimes. Maintenant, c'était à mon tour d'attendre. Le lendemain était un samedi. Isabelle s'est levée tard, comme d'habitude le week-end. Elle semblait nerveuse, consultait constamment son téléphone, sursautait au moindre bruit dans la rue. Elle attendait que les policiers viennent m'arrêter, que son plan se concrétise. « Papa, tu as l'air fatigué. Tu es sûr que tu vas bien? »« Oui ma chérie, juste un peu de fatigue. À mon âge, c'est normal. » Kevin est arrivé dans l'après-midi, plus tendu que d'habitude. Son sourire habituel semblait forcé, ses gestes étaient saccadés. Lui aussi attendait que les événements se précipitent. « Henri, j'espère que vous avez réfléchi à notre proposition d'investissement. Le temps presse, vous savez. Ces opportunités ne durent pas éternellement. » J'ai hoché la tête lentement, jouant parfaitement mon rôle de vieil homme fatigué et confus. « Oui, Kevin. Je pense que vous avez raison. Il faut que mon argent travaille. » Leurs yeux se sont illuminés. Ils croyaient avoir gagné, ils pensaient que j'allais céder, que j'allais leur donner les clés de mon coffre-fort avant d'être arrêté et emprisonné. Mais le dimanche matin, c'est à leur porte que les policiers ont frappé. J'étais dans la cuisine, préparant tranquillement mon café, quand j'ai entendu les sirènes dans la rue. Des voix fortes, autoritaires, montaient de la cour de l'immeuble. Isabelle s'est réveillée en sursaut, a couru à la fenêtre, le visage blême. « Papa. Papa, il y a la police en bas. »« Ah bon? Que se passe-t-il » Les coups sur la porte ont résonné comme le tonnerre. « Police. Ouvrez. » Isabelle tremblait, ses mains ne parvenaient plus à tourner la poignée. J'ai dû me lever pour ouvrir moi-même, affichant un air parfaitement innocent et surpris. « Messieurs, que puis-je faire pour vous? Nous avons un mandat de perquisition. Nous recherchons des preuves liées à un réseau de chantage et de prostitution. Nous avons des raisons de penser qu'un téléphone compromettant se trouve dans cet appartement. » Isabelle s'est effondrée sur le canapé, comprenant instantanément ce qui se passait. Son piège venait de se retourner contre elle, et elle réalisait l'ampleur de sa situation.
La perquisition a duré 3 heures. Les policiers ont fouillé chaque recoin de l'appartement, examiné chaque objet, vérifié chaque document. Quand ils ont trouvé le téléphone dans la chambre d'Isabelle, caché parmi ses affaires les plus intimes, l'expression de ma fille s'est transformée en pure terreur. Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu ce téléphone. Papa, dis-leur. Papa. Mais que pouvais-je dire? J'étais aussi surpris qu'elle, selon toute apparence. Un vieil homme innocent découvrant avec stupéfaction que sa fille était impliquée dans des activités criminelles. Les enquêteurs ont rapidement établi le lien entre le téléphone et Kevin Mercier. Les numéros, les messages, les photos, tout menait à lui. En fouillant son appartement, ils ont découvert un véritable arsenal de preuves, des ordinateurs remplis de données compromettantes, de l'argent liquide caché dans des valises, des documents falsifiés. Kevin s'est effondré dès le premier interrogatoire. Il a tout avoué, le réseau de chantage qu'il dirigeait depuis 2 ans, les femmes qu'il exploitait, l'argent qu'il blanchissait, les politiciens qu'il faisait chanter. Et il a également avoué le plan qu'il avait monté avec Isabelle pour me faire disparaître et récupérer mon héritage. Ma fille a été arrêtée le lendemain. Les preuves contre elle étaient accablantes, les messages qu'elle avait échangés avec Kevin, les documents de succession qu'elle avait préparés, les témoignages de leurs complices qu'il avait vus participer activement à l'élaboration du piège. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. J'étais présent dans la salle, assis au premier rang, regardant ma fille unique, mon seul enfant, celle que j'avais portée sur mes épaules quand elle était petite, se tenir devant le juge avec les menottes aux poignets. Elle a été condamnée à 8 ans de prison ferme pour complicité de chantage, tentative d'escroquerie en bande organisée et préparation de faux témoignages. Kevin a écopé de 15 ans, étant considéré comme le cerveau de l'opération. Pendant toute la durée du procès, Isabelle n'a jamais cessé de clamer son innocence concernant le téléphone. Elle jurait qu'elle ne savait pas comment il était arrivé dans sa chambre, qu'elle avait été piégée elle aussi. Mais personne ne l'a cru. Les preuves étaient trop cohérentes, trop précises. Moi, j'ai gardé le silence. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je vis seul dans ma maison de la plaine. Les voisins me regardent avec un mélange de pitié et d'admiration. Pitié pour le vieil homme dont la fille a mal tourné, admiration pour celui qui a eu le courage de témoigner contre sa propre chair. Ils ne savent pas la vérité. Ils ne savent pas que j'ai orchestré la chute de ma fille avec la même précision que je réparais les moteurs les plus complexes. Ils ne savent pas que chaque geste, chaque décision, chaque silence ont été calculés pour que justice soit rendue. Parfois, je reçois des lettres de prison. Isabelle m'écrit encore, me supplie de la croire, me jure qu'elle m'aimait vraiment, qu'elle a été manipulée par Kevin. Ces lettres sont remplies de remords, de larmes, de promesses de changement. Je les lis toutes, puis je les brûle dans la cheminée du salon. Car voyez-vous, la trahison d'un enfant envers son parent n'est pas un crime que l'on pardonne facilement. Quand quelqu'un que vous avez nourri, élevé, aimé inconditionnellement décide de vous détruire par appât du gain, quelque chose se brise définitivement en vous. Isabelle pensait que j'étais devenu trop vieux pour comprendre, trop faible pour réagir, trop naïf pour voir venir le coup. Elle s'est trompée sur toute la ligne. La justice des tribunaux l'a condamnée pour ses crimes. Mais la vraie justice, la justice silencieuse d'un père trahi, était déjà rendue avant même que les policiers frappent à sa porte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car 3 ans après le procès, j'ai reçu une lettre d'Isabelle qui allait tout changer. Hier soir, j'ai reçu une nouvelle lettre d'Isabelle. Contrairement aux autres, celle-ci était différente. Plus courte, moins larmoyante, mais aussi plus troublante. Papa, je sais que tu ne me crois pas quand je dis que je ne savais rien pour le téléphone. Mais j'ai eu le temps de réfléchir ici, en prison. 3 ans pour repenser à tout ce qui s'est passé. Et j'ai commencé à comprendre des choses que je n'avais pas vues à l'époque. Kevin me manipulait depuis le début. Pas seulement pour l'argent, papa. Pour bien plus que ça. Il y avait des dettes énormes avec des gens dangereux. Il avait besoin de faire disparaître des preuves, et il avait besoin d'un bouc émissaire. Tu devais être les deux à la fois. Je sais que tu penses que j'étais complice de tout. Et c'est vrai, j'étais complice de certaines choses. J'étais aveuglé par ce que je croyais être de l'amour, mais qui n'était que de la manipulation. J'ai voulu t'emprunter ton argent, c'est vrai. J'ai même signé des papiers que je n'aurais jamais dû signer.
Mais le téléphone, papa, le téléphone, je ne l'ai jamais touché. Je ne savais même pas qu'il existait jusqu'à ce que la police le trouve dans ma chambre. Et maintenant, je commence à comprendre comment il est arrivé là. Ce n'est pas moi qui l'ai mis dans ton sac. Et ce n'est pas non plus Kevin. C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui nous observait, qui savait tout de notre plan stupide, et qui a décidé de s'en servir pour nous piéger tous les deux. Papa, je sais que tu ne me feras peut-être jamais confiance. Mais si tu lis cette lettre jusqu'au bout, pose-toi juste une question, qui d'autre avait accès à notre maison? Qui d'autre connaissait nos habitudes? Qui d'autre savait que Kevin avait des problèmes avec la justice? Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande même pas de me croire. Je te demande juste de réfléchir. Ta fille qui t'aime malgré tout. Isabelle. Cette lettre m'a troublé plus que je ne voulais l'admettre. Pendant 3 ans, j'avais vécu avec la certitude absolue que j'avais agi justement, que j'avais simplement retourné l'arme de mes bourreaux contre eux. Mais les mots d'Isabelle ont réveillé en moi des doutes que je croyais enterrés. Qui d'autre avait accès à notre maison? Et puis, soudain, l'évidence m'a frappé comme la foudre. Thomas. Thomas Moreau, notre ancien voisin du 4e étage. Thomas qui avait déménagé 6 mois avant l'arrestation d'Isabelle, prétextant un nouvel emploi à Lyon. Thomas qui travaillait dans la police depuis 15 ans, spécialisé dans la lutte contre la cybercriminalité. Thomas qui venait souvent boire l'apéritif chez nous le dimanche soir, qui connaissait tous nos projets, toutes nos habitudes, tous nos secrets de famille. Thomas qui avait toujours eu un faible pour Isabelle depuis qu'elle était adolescente. Plus j'y réfléchissais, plus les pièces du puzzle se mettaient en place. Thomas avait toujours été discret sur sa situation financière, mais je me souvenais maintenant de détails troublants. Sa voiture neuve qu'il avait achetée sans crédit, ses vacances aux Seychelles l'année précédente, sa montre Rolex qu'il portait maintenant au poignet. Où un simple fonctionnaire de police trouvait-il l'argent pour s'offrir de tels luxes? Il me fallait des preuves. De vraies preuves, pas des suppositions ou des coïncidences troublantes. Si Thomas était vraiment coupable, si ma fille était vraiment innocente du piège tendu, alors je devais tout faire pour rétablir la vérité. J'ai commencé par me rendre à l'ancienne adresse de Thomas. L'immeuble était toujours là, mais l'appartement était occupé par une jeune famille. La nouvelle locataire ne savait rien de l'ancien occupant. Il est parti du jour au lendemain, m'a-t-elle dit. Il a payé 6 mois de loyer d'avance au propriétaire pour rompre son bail sans préavis. Ou très pressé de fuir. J'ai alors tenté une approche différente. Je suis retourné voir Laurent au garage, et je lui ai demandé s'il pouvait m'aider à retrouver quelqu'un via ses contacts dans la police. Laurent avait un cousin commissaire à Toulon, quelqu'un de confiance qui pourrait peut-être faire des recherches discrètes. 3 semaines plus tard, son cousin m'a rappelé avec des informations troublantes. Thomas Moreau avait effectivement quitté la police nationale 6 mois avant l'arrestation d'Isabelle. Officiellement pour reconversion professionnelle, mais les rumeurs internes parlaient d'une enquête disciplinaire en cours concernant des liens avec des réseaux de prostitution. Plus troublant encore, Thomas n'habitait pas à Lyon comme il avait prétendu. Il vivait à Cannes, dans un appartement coûteux avec vue sur la mer, et il dirigeait une société de conseil en sécurité informatique aux revenus suspicieusement élevés. J'ai pris le train pour Cannes un mardi matin de mars. L'adresse correspondait à une résidence de standing sur la Croisette. Thomas habitait au 5e étage. Quand il a ouvert la porte, j'ai vu la surprise, puis l'inquiétude, puis la colère passer dans ses yeux. Henri! Quelle surprise! Qu'est-ce qui vous amène dans la région? Bonjour Thomas. J'aimerais qu'on discute. De certaines choses qui me tracassent. Le salon était somptueux, canapé de cuir blanc, œuvre d'art contemporain au mur. Une fortune étalée avec une ostentation qui me mettait mal à l'aise. Thomas, je vais être direct avec vous. Je sais que vous avez quitté la police dans des circonstances troubles. Et je commence à soupçonner que vous étiez impliqué dans l'affaire qui a mené ma fille en prison. Le masque de bonne humeur est tombé d'un coup. Thomas s'est assis en face de moi, les traits tendus. Henri, vous faites fausse route. Isabelle et Kevin ont été jugés équitablement. Justement, parlons-en du téléphone qu'on a trouvé dans la chambre de ma fille, d'où venait-il exactement? Le silence qui a suivi ma déclaration était assourdissant. Quand il s'est retourné vers moi, son visage avait complètement changé. Plus de faux-semblants,
Plus de sourires forcés. Vous ne comprenez rien, Henri. Rien du tout. Il s'est rassis lourdement, a pris sa tête entre ses mains. Kevin était un maître chanteur, Henri. Il ne faisait pas que des petites arnaques financières. Il avait des dossiers sur tout le monde, politiciens, juges, policiers, hommes d'affaires. Des photos, des enregistrements, des preuves de corruption à tous les niveaux. Et moi, j'étais dans ses filets depuis 2 ans. Thomas a relevé la tête, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Il savait que j'avais détourné des preuves dans une affaire de drogue. Pas pour m'enrichir, Henri. Pour sauver mon fils. Mon fils qui était accro à l'héroïne, qui devait de l'argent à des dealers, qui allait se faire tuer si je n'intervenais pas. J'ai fait disparaître des sachets de cocaïne d'un stock saisi, je les ai revendus pour rembourser les dettes de Thomas Junior. L'ironie du prénom ne m'a pas échappé. Un père nommé Thomas qui se sacrifie pour sauver un fils également nommé Thomas. Comme moi qui m'étais sacrifié pendant des années pour une Isabelle qui avait fini par me trahir. Kevin a découvert le pot aux roses grâce à ses contacts dans le milieu. Il m'a proposé un marché, soit je l'aidais dans ses affaires en utilisant mes moyens policiers, soit il me dénonçait et j'allais en prison pour 15 ans. Thomas s'est levé, s'est dirigé vers la fenêtre qui donnait sur la mer. Au loin, des voiliers paisibles naviguaient sous le soleil de mars. Pendant 2 ans, j'ai été son complice malgré moi. Je lui fournissais des informations sur les enquêtes en cours, je faisais disparaître des preuves quand ses activités risquaient d'être découvertes. En échange, il gardait le silence sur mes détournements. Mais quelque chose a changé, ai-je murmuré. Oui. Kevin est devenu trop gourmand, trop imprudent. Il s'est mis à faire chanter des gens de plus en plus haut placés, à prendre des risques énormes. Et surtout, il a commencé à parler de faire du mal à votre fille si elle ne le laissait pas gérer l'argent de votre héritage. Thomas s'est retourné vers moi, le visage ravagé par l'émotion. Henri, j'ai peut-être été un policier corrompu, mais je n'ai jamais été un monstre. Quand Kevin a menacé Isabelle, quand j'ai compris qu'il était capable de lui faire vraiment du mal pour mettre la main sur votre épargne, j'ai décidé que ça suffisait. Le téléphone, ai-je soufflé. Oui, le téléphone. Je l'ai préparé avec tout ce qui pouvait compromettre Kevin, ses contacts, ses victimes, ses méthodes de chantage. Mon plan était de le glisser chez lui discrètement, puis de signaler sa présence à mes anciens collègues. Kevin serait arrêté, jugé, emprisonné. Et Isabelle serait libérée de son influence. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Thomas a secoué la tête amèrement. Non. Le matin où je devais agir, j'ai vu Isabelle prendre votre sac et y glisser quelque chose. J'ai cru qu'elle était devenue complètement complice de Kevin, qu'elle participait activement à ses crimes. J'ai paniqué, Henri. J'ai eu peur qu'elle découvre mon piège et qu'elle prévienne Kevin. Alors vous avez changé de plan. Oui. Je me suis dit que si Isabelle était vraiment devenue une criminelle, elle méritait de tomber avec Kevin. J'ai récupéré le téléphone dans votre sac pendant que vous faisiez vos courses, et je l'ai glissé dans sa chambre. Thomas s'est effondré sur son canapé, vidé de ses forces. Mais j'ai appris trop tard ce qu'Isabelle avait vraiment mis dans votre sac ce matin-là. Ce n'était pas un piège, Henri. C'était un cadeau. Un petit téléphone basique qu'elle avait acheté pour vous, parce qu'elle s'inquiétait de vous savoir seul à la maison. Elle voulait vous faire la surprise, vous apprendre à vous en servir pour pouvoir la joindre en cas d'urgence. Le monde s'est écroulé autour de moi. Isabelle n'avait jamais voulu me faire de mal. Elle avait juste voulu prendre soin de moi, à sa manière maladroite. Et moi, aveuglé par la méfiance et l'orgueil, j'avais interprété son geste d'amour comme un acte de trahison. Elle m'a écrit de prison, ai-je murmuré. Elle m'a dit qu'elle ne savait rien du téléphone piégé. Parce que c'était la vérité, Henri. Isabelle a peut-être commis des erreurs, elle a peut-être été naïve avec Kevin, mais elle n'a jamais voulu vous faire de mal. Jamais. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues sans que je puisse les retenir. 3 ans. 3 ans que ma fille purgeait une peine de prison pour un crime qu'elle n'avait pas commis. 3 ans que je vivais avec la satisfaction amère d'une vengeance qui n'était en réalité qu'une terrible erreur judiciaire. Pourquoi vous me dites tout ça maintenant, Thomas? Il a haussé les épaules, geste dérisoire d'un homme qui a perdu toutes ses illusions. Parce que j'espérais que vous ne viendriez jamais me chercher.
Parce que j'espérais pouvoir vivre avec ce secret jusqu'à ma mort. Et parce que je savais qu'en disant la vérité, je signerais mon arrêt de mort. Thomas s'est levé, s'est dirigé vers un secrétaire en acajou. Il en a sorti une enveloppe craft épaisse qu'il m'a tendue. Voilà tous les documents qui prouvent l'innocence d'Isabelle. Les vrais échanges de messages entre Kevin et moi, les preuves de ses activités de maître chanteur, les témoignages que j'ai recueillis en secret. Avec ça, votre avocat pourra obtenir l'annulation du jugement et la libération immédiate de votre fille. J'ai pris l'enveloppe d'une main tremblante. Et vous, Thomas? Il a eu un sourire triste, résigné. Moi, Henri, je vais probablement finir mes jours en prison. Mais au moins, Isabelle sera libre. Et vous pourrez regarder votre fille dans les yeux sans avoir honte. Le voyage de retour vers Marseille m'a paru encore plus long que l'aller. Mais cette fois, ce n'était pas l'angoisse qui me tenaillait, c'était l'impatience. L'impatience de voir Maître Bouchard, de lancer les procédures, de sortir ma fille de prison, de lui demander pardon. 6 mois plus tard, Isabelle était libre. Le jugement avait été cassé en appel, Kevin avait été condamné à 25 ans de prison ferme, et Thomas avait été arrêté puis placé sous protection judiciaire après avoir accepté de témoigner contre le réseau de maîtres chanteurs. Ma fille et moi, nous nous sommes retrouvés dans le salon de notre vieille maison de la Plaine. Elle avait maigri, vieilli, ses cheveux avaient perdu leur brillant autrefois. Mais ses yeux avaient retrouvé cette douceur que je lui connaissais enfant. « Papa, je ne t'en veux pas », m'a-t-elle dit quand je lui ai raconté toute l'histoire. « Tu as fait ce que tu croyais juste avec les informations que tu avais. Et au final, c'est grâce à toi que la vérité a éclaté. Mais j'ai douté de toi, Isabelle. J'ai cru que tu voulais me faire du mal. » Elle a posé sa main sur la mienne, geste simple mais infiniment réconfortant. « Papa, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec Kevin. J'ai été cupide, égoïste, aveuglé. Tu avais toutes les raisons de douter de moi. L'important, c'est que tu aies eu le courage de chercher la vérité quand tu as compris que quelque chose n'allait pas. Nous avons pleuré ensemble ce soir-là. Pleuré sur les années perdues, sur les malentendus, sur la douleur que nous nous étions infligés mutuellement. Mais nous avons aussi ri en évoquant les souvenirs d'avant, quand elle était petite, quand Claire était encore là, quand notre famille était unie et heureuse. Aujourd'hui, Isabelle a trouvé un nouvel emploi dans une association d'aide aux victimes d'erreurs judiciaires. Elle aide d'autres familles à se reconstruire après avoir vécu ce que nous avons vécu. Son expérience de la prison, sa connaissance du système judiciaire, sa compréhension profonde de la souffrance des innocents condamnés font d'elle une intervenante précieuse et respectée. Moi, j'ai repris du service au garage de Laurent. Pas comme mécanicien, mes vieux os ne me permettent plus les positions acrobatiques sous les capots. Mais comme formateur, transmetteur de savoir, confident des plus jeunes. J'enseigne aux apprentis les gestes précis de notre métier, mais aussi quelque chose de plus important, la valeur du doute, l'importance de chercher la vérité au-delà des apparences, le courage de reconnaître ses erreurs. Car voyez-vous, cette histoire m'a appris une leçon plus profonde que toutes celles que j'avais apprises en 71 ans d'existence. La vengeance peut parfois sembler juste, mais elle n'est vraiment satisfaisante que si elle s'appuie sur la vérité complète. Et la vérité complète, elle est souvent plus complexe, plus nuancée, plus difficile à saisir que ce que nos émotions nous font croire. J'ai cru pendant 3 ans que j'avais rendu justice. En réalité, j'avais juste été l'instrument involontaire d'une justice plus grande, celle qui finit toujours par triompher quand on a le courage de la chercher jusqu'au bout. Ma fille apprendra peut-être, un jour, à me pardonner complètement pour avoir douté d'elle. Moi, j'ai déjà appris à me pardonner d'avoir été un père imparfait mais aimant. Le soleil se couche maintenant sur Marseille, teintant les murs de ma cuisine d'une lumière dorée qui me rappelle les derniers beaux jours avec Claire. Demain sera un nouveau jour, avec ses petites joies et ses petites peines, ses routines rassurantes et ses souvenirs apaisés. Mais ce sera surtout un jour où ma fille et moi, nous nous réveillerons libres. Libres de nos culpabilités, libres de nos rancœurs, libres de nos malentendus. Et cette liberté-là, aucune vengeance, même la plus justifiée, n'aurait pu me l'offrir. Seule la vérité en était capable. Si cette histoire de réconciliation familiale et de recherche de vérité vous a touché, soutenez-nous en likant cette vidéo et en partageant dans les commentaires votre propre expérience des malentendus familiaux et du pardon. Vos témoignages nous aident à continuer à raconter des histoires qui explorent la complexité des relations humaines.
Maître Bouchard m'a reçu dans son bureau feutré de la rue Paradis, avec ses rangées de codes juridiques et ses portraits de juristes célèbres. Il m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes sur un carnet de cuir rouge, hochant parfois la tête d'un air pensif. « Henri, m'a-t-il dit quand j'ai eu terminé, ce que vous me racontez là est très grave. Si vos soupçons sont fondés, cela signifierait qu'un policier corrompu a orchestré l'emprisonnement de votre fille pour couvrir ses propres crimes. C'est exactement le type d'affaire qui peut faire exploser toute une carrière judiciaire. » Il a marqué une pause, a retiré ses lunettes, les a essuyées méticuleusement. « Mais c'est aussi exactement le type d'affaire qui peut vous exposer à des représailles très dangereuses. Si Thomas Moreau est vraiment impliqué dans des réseaux criminels, il ne laissera pas un retraité de 71 ans ruiner ses plans impunément. » J'ai pesé ces mots. Les risques étaient réels, je n'étais pas naïf. Mais pouvais-je vivre avec l'idée que ma fille purgeait une peine de prison pour un crime qu'elle n'avait peut-être pas commis? Pouvais-je accepter d'être devenu, sans le savoir, l'instrument de la vengeance de quelqu'un d'autre? Maître, j'ai 71 ans. J'ai déjà perdu ma femme, peut-être ma fille. Qu'est-ce qu'ils peuvent me faire de pire que ce que j'ai déjà vécu? Il a souri tristement. Vous avez raison, Henri. Et d'ailleurs, la vérité a ses propres droits, indépendamment des risques qu'elle fait courir à ceux qui la cherchent. Nous avons établi une stratégie. Maître Bouchard allait d'abord vérifier la solidité juridique de mes découvertes, puis il contacterait le procureur pour demander la réouverture de l'enquête. Si mes soupçons se révélaient fondés, Isabelle pourrait bénéficier d'une révision de son procès, voire d'un non-lieu si on prouvait qu'elle avait été manipulée. Mais il me restait encore une étape cruciale à franchir, confronter Thomas Moreau directement. J'ai pris le train pour Cannes un mardi matin de mars. Le voyage m'a paru interminable, mes pensées oscillant entre l'espoir de disculper ma fille et la peur de découvrir que je m'étais trompé sur toute la ligne. Le paysage méditerranéen défilait derrière la vitre, mais je ne le voyais pas vraiment. J'étais perdu dans mes réflexions, dans mes doutes, dans mes regrets. L'adresse que m'avait donnée le cousin de Laurent correspondait à une résidence de standing sur la Croisette. Des palmiers parfaitement taillés, des voitures de luxe garées devant l'entrée, des balcons fleuris avec vue sur la mer. Un cadre idyllique qui contrastait cruellement avec l'objet de ma visite. Thomas habitait au 5e étage. Quand il a ouvert la porte, j'ai vu la surprise, puis l'inquiétude, puis la colère passer dans ses yeux. Il portait un polo blanc et un bermuda beige, l'allure décontractée d'un retraité aisé profitant de la douceur de vivre sur la Côte d'Azur. « Henri! Quelle surprise! Qu'est-ce qui vous amène dans la région ?» Sa voix était trop joviale, trop forcée. Les automatismes de politesse ne pouvaient pas masquer complètement son trouble. « Bonjour Thomas. J'aimerais qu'on discute. De certaines choses qui me tracassent depuis quelque temps. » Il a hésité, a jeté un coup d'œil inquiet vers l'intérieur de son appartement, puis s'est effacé pour me laisser entrer. Le salon était somptueux, canapé de cuir blanc, table basse en verre fumé, télévision écran plat d'au moins 60 pouces, œuvres d'art contemporain au mur. Une fortune étalée avec une ostentation qui me mettait mal à l'aise. « Vous avez l'air de bien vous débrouiller dans votre nouvelle vie », ai-je commencé prudemment. « Oh, vous savez, Henri, j'ai eu de la chance. Quelques investissements qui ont bien marché, une entreprise qui a décollé plus vite que prévu. » Il me servait le même type de discours que Kevin 3 ans plus tôt. Les mêmes phrases toutes faites sur la réussite miraculeuse, les mêmes explications évasives sur des sources de revenus mystérieuses. « Thomas, je vais être direct avec vous. Je sais que vous avez quitté la police dans des circonstances troubles. Je sais que votre entreprise à Cannes n'existe que sur le papier. Et je commence à soupçonner que vous étiez impliqué dans l'affaire qui a mené ma fille en prison. » Le masque de bonne humeur est tombé d'un coup. Thomas s'est assis en face de moi, les traits tendus, les poings serrés. « Henri, je ne sais pas où vous voulez en venir, mais vous faites fausse route. Isabelle et Kevin ont été jugés équitablement. Les preuves étaient accablantes. Justement, parlons-en, des preuves. Ce téléphone qu'on a trouvé dans la chambre de ma fille, d'où venait-il exactement? Comment voulez-vous que je le sache? Je n'étais même plus dans la police quand l'enquête a eu lieu. » Mais sa voix avait changé. Plus aiguë, moins assurée. Et surtout, il avait répondu trop vite, comme quelqu'un qui avait préparé cette réponse à l'avance. « Thomas, vous étiez spécialisé dans la cybercriminalité.
Vous saviez exactement comment fabriquer ce genre de piège numérique. Vous connaissiez les habitudes de ma famille, nos horaires, nos faiblesses. Et vous aviez de bonnes raisons de vouloir faire disparaître Kevin avant qu'il ne vous dénonce. Thomas s'est levé brusquement, a commencé à faire les 100 pas dans le salon. Ses mains tremblaient légèrement, signe d'un stress qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Henri, vous délirez complètement. Pourquoi j'aurais voulu faire du mal à Isabelle? Je l'aimais bien, cette gamine. Je l'ai vue grandir. Justement. Vous l'aimiez bien. Peut-être même un peu trop. Et quand vous avez vu qu'elle était avec Kevin, que leur combine risquait de tout faire s'écrouler, vous avez décidé de tous nous éliminer d'un coup. Le silence qui a suivi ma déclaration était assourdissant. Thomas s'était arrêté de marcher, me tournait le dos, les épaules voûtées comme un homme qui vient de recevoir un coup fatal. Quand il s'est retourné vers moi, son visage avait complètement changé. Plus de faux-semblants, plus de sourires forcés. Juste la fatigue immense d'un homme qui porte un secret trop lourd depuis trop longtemps. Vous ne comprenez rien, Henri. Rien du tout. Il s'est rassis lourdement, a pris sa tête entre ses mains. Kevin était un maître chanteur, Henri. Il ne faisait pas que des petites arnaques financières. Il avait des dossiers sur tout le monde, politiciens, juges, policiers, hommes d'affaires. Des photos, des enregistrements, des preuves de corruption à tous les niveaux. Et moi, j'étais dans ses filets depuis 2 ans. Thomas a relevé la tête, et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Il savait que j'avais détourné des preuves dans une affaire de drogue. Pas pour m'enrichir, Henri. Pour sauver mon fils. Mon fils qui était accro à l'héroïne, qui devait de l'argent à des dealers, qui allait se faire tuer si je n'intervenais pas. J'ai fait disparaître des sachets de cocaïne d'un stock saisi, je les ai revendus pour rembourser les dettes de Thomas Junior. L'ironie du prénom ne m'a pas échappé. Un père nommé Thomas qui se sacrifie pour sauver un fils également nommé Thomas. Comme moi qui m'étais sacrifié pendant des années pour une Isabelle qui avait fini par me trahir. Kevin a découvert le pot aux roses grâce à ses contacts dans le milieu. Il m'a proposé un marché, soit je l'aidais dans ses affaires en utilisant mes moyens policiers, soit il me dénonçait et j'allais en prison pour 15 ans. Thomas s'est levé, s'est dirigé vers la fenêtre qui donnait sur la mer. Au loin, des voiliers paisibles naviguaient sous le soleil de mars. Une image de sérénité qui contrastait cruellement avec le drame qui se jouait dans ce salon luxueux. Pendant 2 ans, j'ai été son complice malgré moi. Je lui fournissais des informations sur les enquêtes en cours, je faisais disparaître des preuves quand ses activités risquaient d'être découvertes. En échange, il gardait le silence sur mes détournements. Mais quelque chose a changé, ai-je murmuré, comprenant que nous touchions au cœur de l'affaire. Oui. Kevin est devenu trop gourmand, trop imprudent. Il s'est mis à faire chanter des gens de plus en plus haut placés, à prendre des risques énormes. Et surtout, il a commencé à parler de faire du mal à votre fille si elle ne le laissait pas gérer l'argent de votre héritage. Thomas s'est retourné vers moi, le visage ravagé par l'émotion. Henri, j'ai peut-être été un policier corrompu, mais je n'ai jamais été un monstre. Quand Kevin a menacé Isabelle, quand j'ai compris qu'il était capable de lui faire vraiment du mal pour mettre la main sur votre épargne, j'ai décidé que ça suffisait. Les pièces du puzzle continuaient de se mettre en place, mais pas du tout comme je l'avais imaginé. Le téléphone, ai-je soufflé. Oui, le téléphone. Je l'ai préparé avec tout ce qui pouvait compromettre Kevin, ses contacts, ses victimes, ses méthodes de chantage. Mon plan était de le glisser chez lui discrètement, puis de signaler sa présence à mes anciens collègues. Kevin serait arrêté, jugé, emprisonné. Et Isabelle serait libérée de son influence. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Thomas a secoué la tête amèrement. Non. Le matin où je devais agir, j'ai vu Isabelle prendre votre sac et y glisser quelque chose. J'ai cru qu'elle était devenue complètement complice de Kevin, qu'elle participait activement à ses crimes. J'ai paniqué, Henri. J'ai eu peur qu'elle découvre mon piège et qu'elle prévienne Kevin. Alors vous avez changé de plan. Oui. Je me suis dit que si Isabelle était vraiment devenue une criminelle, elle méritait de tomber avec Kevin. J'ai récupéré le téléphone dans votre sac pendant que vous faisiez vos courses, et je l'ai glissé dans sa chambre. Thomas s'est effondré sur son canapé, vidé de ses forces. Mais j'ai appris trop tard ce qu'Isabelle avait vraiment mis dans votre sac ce matin-là.
Ce n'était pas un piège, Henri. C'était un cadeau. Un petit téléphone basique qu'elle avait acheté pour vous, parce qu'elle s'inquiétait de vous savoir seul à la maison. Elle voulait vous faire la surprise, vous apprendre à vous en servir pour pouvoir la joindre en cas d'urgence. Le monde s'est écroulé autour de moi. Isabelle n'avait jamais voulu me faire de mal. Elle avait juste voulu prendre soin de moi, à sa manière maladroite. Et moi, aveuglé par la méfiance et l'orgueil, j'avais interprété son geste d'amour comme un acte de trahison. Elle m'a écrit de prison, ai-je murmuré. Elle m'a dit qu'elle ne savait rien du téléphone piégé. Parce que c'était la vérité, Henri. Isabelle a peut-être commis des erreurs, elle a peut-être été naïve avec Kevin, mais elle n'a jamais voulu vous faire de mal. Jamais. Les larmes coulaient maintenant sur mes joues sans que je puisse les retenir. 3 ans. 3 ans que ma fille purgeait une peine de prison pour un crime qu'elle n'avait pas commis. 3 ans que je vivais avec la satisfaction amère d'une vengeance qui n'était en réalité qu'une terrible erreur judiciaire. Pourquoi vous me dites tout ça maintenant, Thomas? Pourquoi vous n'avez pas parlé plus tôt? Il a haussé les épaules, geste dérisoire d'un homme qui a perdu toutes ses illusions. Parce que j'espérais que vous ne viendriez jamais me chercher. Parce que j'espérais pouvoir vivre avec ce secret jusqu'à ma mort. Et parce que je savais qu'en disant la vérité, je signerais mon arrêt de mort. Comment ça? Kevin avait des associés, Henri. Des gens très dangereux qui ont repris ses affaires après son arrestation. S'ils apprennent que c'est moi qui les fais tomber, ils me retrouveront. Ou que je me cache. Thomas s'est levé, s'est dirigé vers un secrétaire en acajou dans un coin du salon. Il en a sorti une enveloppe Kraft épaisse qu'il m'a tendue. Voilà tous les documents qui prouvent l'innocence d'Isabelle. Les vrais échanges de messages entre Kevin et moi, les preuves de ses activités de maître chanteur, les témoignages que j'ai recueillis en secret. Avec ça, votre avocat pourra obtenir l'annulation du jugement et la libération immédiate de votre fille. J'ai pris l'enveloppe d'une main tremblante. Elle était lourde, épaisse, pleine de tous les secrets qui avaient détruit ma famille. Et vous, Thomas? Qu'est-ce que vous allez devenir? Il a eu un sourire triste, résigné. Moi, Henri, je vais probablement finir mes jours en prison. Ou pire, selon la rapidité avec laquelle les associés de Kevin me retrouveront. Mais au moins, Isabelle sera libre. Et vous pourrez regarder votre fille dans les yeux sans avoir honte. Je me suis levé pour partir, l'enveloppe serrée contre ma poitrine comme un trésor inestimable. Thomas, merci. Merci d'avoir eu le courage de me dire la vérité. Il a secoué la tête. Ne me remerciez pas, Henri. J'ai détruit votre famille par lâcheté et par aveuglement. Le minimum que je pouvais faire, c'était de vous donner les moyens de la reconstruire. Le voyage de retour vers Marseille m'a paru encore plus long que l'aller. Mais cette fois, ce n'était pas l'angoisse qui me tenaillait, c'était l'impatience. L'impatience de voir Maître Bouchard, de lancer les procédures, de sortir ma fille de prison, de lui demander pardon. Pardon pour avoir douté d'elle. Pardon pour avoir été l'instrument de sa chute. Pardon pour avoir préféré l'orgueil à l'amour paternel. 6 mois plus tard, Isabelle était libre. Le jugement avait été cassé en appel, Kevin avait été condamné à 25 ans de prison ferme, et Thomas avait été arrêté puis placé sous protection judiciaire après avoir accepté de témoigner contre le réseau de maîtres chanteurs. Ma fille et moi, nous nous sommes retrouvés dans le salon de notre vieille maison de la Plaine. Elle avait maigri, vieilli, ses cheveux avaient perdu leur brillant autrefois. Mais ses yeux avaient retrouvé cette douceur que je lui connaissais enfant. « Papa, je ne t'en veux pas », m'a-t-elle dit quand je lui ai raconté toute l'histoire. « Tu as fait ce que tu croyais juste avec les informations que tu avais. Et au final, c'est grâce à toi que la vérité a éclaté. Mais j'ai douté de toi, Isabelle. J'ai cru que tu voulais me faire du mal. » Elle a posé sa main sur la mienne, geste simple mais infiniment réconfortant. « Papa, j'ai fait beaucoup d'erreurs avec Kevin. J'ai été cupide, égoïste, aveuglé. Tu avais toutes les raisons de douter de moi. L'important, c'est que tu aies eu le courage de chercher la vérité quand tu as compris que quelque chose n'allait pas. Nous avons pleuré ensemble ce soir-là. Pleuré sur les années perdues, sur les malentendus, sur la douleur que nous nous étions infligés mutuellement. Mais nous avons aussi ri en évoquant les souvenirs d'avant, quand elle était petite, quand Claire était encore là,
quand notre famille était unie et heureuse. Aujourd'hui, Isabelle a trouvé un nouvel emploi dans une association d'aide aux victimes d'erreurs judiciaires. Elle aide d'autres familles à se reconstruire après avoir vécu ce que nous avons vécu. Son expérience de la prison, sa connaissance du système judiciaire, sa compréhension profonde de la souffrance des innocents condamnés font d'elle une intervenante précieuse et respectée. Moi, j'ai repris du service au garage de Laurent. Pas comme mécanicien, mes vieux os ne me permettent plus les positions acrobatiques sous les capots. Mais comme formateur, transmetteur de savoir, confident des plus jeunes. J'enseigne aux apprentis les gestes précis de notre métier, mais aussi quelque chose de plus important, la valeur du doute, l'importance de chercher la vérité au-delà des apparences, le courage de reconnaître ses erreurs. Car voyez-vous, cette histoire m'a appris une leçon plus profonde que toutes celles que j'avais apprises en 71 ans d'existence. La vengeance peut parfois être juste, mais elle n'est vraiment satisfaisante que si elle s'appuie sur la vérité complète. Et la vérité complète, elle est souvent plus complexe, plus nuancée, plus difficile à saisir que ce que nos émotions nous font croire. J'ai cru pendant 3 ans que j'avais rendu justice. En réalité, j'avais juste été l'instrument involontaire d'une justice plus grande, celle qui finit toujours par triompher quand on a le courage de la chercher jusqu'au bout. Le soleil se couche maintenant sur Marseille, teintant les murs de ma cuisine d'une lumière dorée qui me rappelle les derniers beaux jours avec Claire. Demain sera un nouveau jour, avec ses petites joies et ses petites peines, ses routines rassurantes et ses souvenirs apaisés. Mais ce sera surtout un jour où ma fille et moi, nous nous réveillerons libres. Libres de nos culpabilités, libres de nos rancœurs, libres de nos malentendus. Et cette liberté-là, aucune vengeance, même la plus justifiée, n'aurait pu me l'offrir. Seule la vérité en était capable. Astérisque astérisque si cette histoire de réconciliation familiale et de recherche de vérité vous a touché, soutenez-nous en likant cette vidéo et en partageant dans les commentaires votre propre expérience des malentendus familiaux et du pardon. Vos témoignages nous aident à continuer à raconter des histoires qui explorent la complexité des relations humaines. Astérisque astérisque dièse ma fille a cru que je n'avais pas remarqué quand elle a mis quelque chose d'étrange dans mon sac. Je l'ai mis dans son tiroir. Astérisque astérisque si cette histoire vous touche, appuyez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Votre soutien nous aide à continuer à raconter des histoires qui marquent les cœurs. Astérisque astérisque. Je m'appelle Henri Dubois, j'ai 68 ans, et pendant 43 ans, j'ai travaillé comme mécanicien dans le même garage de Marseille. Mes mains portent encore les cicatrices de l'huile brûlante et du métal tranchant, mes ongles gardent des traces de cambouis que même le savon le plus fort n'arrive pas à effacer complètement. Chaque ride sur mon visage raconte une histoire de labeur, chaque cheveu gris témoigne des nuits blanches passées à réparer des voitures pour nourrir ma famille. Ma femme Claire est partie il y a 5 ans, emportée par un cancer foudroyant qui nous a laissés, ma fille Isabelle et moi, dans un silence pesant. Notre maison de 3 pièces dans le quartier de la Plaine n'a jamais été la même depuis. Les rires de Claire résonnaient encore parfois dans ma mémoire, surtout quand je préparais le café le matin dans notre petite cuisine aux carreaux bleus délavés. Isabelle avait 32 ans quand sa mère est décédée. Elle travaillait alors comme assistante administrative dans une compagnie d'assurance du centre-ville, gagnait correctement sa vie, mais vivait encore chez nous, pour m'aider, disait-elle. Au début, j'étais reconnaissant. La solitude après 40 ans de mariage est un poids qui écrase les épaules comme un moteur qu'on porterait seul. Puis elle a rencontré Kevin. Kevin Mercier, 28 ans, cheveux gominés, sourire trop parfait, costume bon marché qui se voulait élégant. Il se présentait comme consultant en investissement, mais je n'ai jamais compris exactement ce qu'il faisait. Ses mains étaient trop douces, trop blanches. Elle n'avait jamais connu le travail honnête. Quand il me serrait la main, je sentais cette mollesse qui me dégoûtait. « Papa, tu vas l'adorer », me répétait Isabelle, les yeux brillants d'un amour que je trouvais trop soudain, trop intense. Kevin venait dîner chez nous 2 fois par semaine, s'asseyait à ma table, mangeait la cuisine que je préparais avec les ingrédients que j'achetais avec ma maigre retraite de mécanicien. Il souriait, racontait des histoires d'affaires miraculeuses, de gains faciles, d'opportunités en or. Moi, je l'écoutais en silence, mes yeux de vieux loup observant chaque geste, chaque tic, chaque mensonge déguisé en vérité. Un soir de novembre, alors que la pluie tambourinait sur les vitres de notre salon exigu, Kevin s'est penché vers moi avec cet air confidentiel qu'adoptent les escrocs avant de frapper. « Henri,
j'ai une proposition qui pourrait nous intéresser toutes, a-t-il commencé, ajustant sa cravate rouge sang. Vous savez, avec votre expérience de la vie, votre sagesse. Il y a une opportunité d'investissement exceptionnelle qui arrive. Des obligations d'État, très sûres, très rentables. Isabelle le regardait avec des yeux d'adoratrice, hochant la tête comme si chaque mot était une révélation divine. Papa, Kevin a déjà fait gagner beaucoup d'argent à ses clients. C'est une chance incroyable. J'ai pris une gorgée de mon café froid, sentant l'amertume envahir ma bouche. Combien? J'ai demandé simplement. Eh bien, pour commencer modestement, disons, 50 000 euros. C'est votre épargne retraite, n'est-ce pas? 50 000 euros. L'argent que j'avais mis de côté centime par centime pendant des décennies. L'argent destiné à mes dernières années, à ma sécurité, à payer un éventuel EHPAD si ma santé se détériorait. L'argent que Claire et moi avions économisé en nous privant de vacances, de restaurants, de petits plaisirs. Je vais réfléchir, j'ai murmuré. Les semaines suivantes, la pression s'est intensifiée. Kevin venait plus souvent, Isabelle se montrait plus insistante. Ils avaient développé une stratégie bien rodée, elle jouait la fille inquiète pour l'avenir de son père, lui jouait le gendre dévoué qui voulait assurer la sécurité financière de sa belle famille. Papa, tu as travaillé si dur toute ta vie, me disait Isabelle en me massant les épaules pendant que je regardais la télévision. Tu mérites que ton argent travaille pour toi maintenant. Kevin connaît vraiment son affaire. Un matin de décembre, alors que le froid mordant de la Méditerranée s'infiltrait par les fentes de nos vieilles fenêtres, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. En préparant mon petit déjeuner, j'ai vu Isabelle et Kevin chuchoter près de la porte d'entrée. Leur voix était basse, mais l'acoustique particulière de notre appartement me permettait de saisir des bribes. Bientôt, le vieux, l'argent, plus longtemps. J'ai fait semblant de ne rien entendre, continuant à tartiner ma baguette de confiture de fraises maison, celle que Claire préparait chaque été avec les fruits de notre petit balcon. Mais mes oreilles étaient tendues, mon cœur battait plus vite. Ce soir-là, Kevin est parti plus tôt que d'habitude, prétextant un rendez-vous professionnel important. Isabelle s'est installée dans le salon avec son téléphone, tapotant frénétiquement sur l'écran. De temps en temps, elle levait les yeux vers moi, m'observait d'un regard que je ne reconnaissais plus. Un regard calculateur, froid, déterminé. J'ai compris que quelque chose se tramait. Le lendemain était un vendredi. Comme chaque vendredi depuis ma retraite, je prenais mon sac à dos en toile marron, celui que Claire m'avait offert pour mes 60 ans, et j'allais faire mes courses au marché des Capucins. C'était mon rituel, ma sortie hebdomadaire, le moment où je retrouvais un semblant de vie sociale en discutant avec les commerçants que je connaissais depuis des années. Ce matin-là, alors que je me préparais à partir, j'ai vu Isabelle sortir de sa chambre d'un pas pressé. Elle portait sa robe de nuit bleue, ses cheveux étaient ébouriffés, mais ses yeux étaient parfaitement éveillés, alertes. Elle m'a regardé prendre mon sac, s'est approchée pour m'embrasser sur la joue, geste qu'elle ne faisait plus depuis des mois. Bonne journée, papa. Achète-toi quelque chose de bon. Sa main a effleuré mon sac pendant qu'elle m'embrassait. Un geste rapide, presque imperceptible. Mais mes 68 années de vie, mes décennies d'observation minutieuse des mécanismes les plus complexes, m'avaient appris à remarquer les plus petits détails. J'ai senti quelque chose de dur, de rectangulaire, glisser dans la poche extérieure de mon sac. Mon cœur s'est mis à battre plus fort, mais j'ai gardé un visage impassible. À tout à l'heure, ma chérie. Une fois dans l'escalier de notre immeuble des années 70, j'ai ouvert la poche de mon sac. Mes doigts ont reconnu immédiatement la forme familière d'un téléphone portable. Mais ce n'était pas mon vieux Samsung que je connaissais par cœur. C'était un smartphone récent, noir, fin, que je n'avais jamais vu. Je l'ai allumé. L'écran s'est illuminé sans demander de code. Sur le bureau, plusieurs applications étaient ouvertes, des messages, des photos, des contacts. Mon sang s'est glacé quand j'ai réalisé ce que je tenais entre mes mains. Ce n'était pas un téléphone ordinaire. C'était un piège. En fouillant rapidement dans les messages, j'ai découvert des conversations entre des numéros que je ne reconnaissais pas, des photos compromettantes qui n'étaient certainement pas légales, des contacts avec des pseudonymes louches. Quelqu'un avait soigneusement préparé ce téléphone pour qu'il contienne exactement le type de contenu qui pourrait détruire une réputation, ruiner une vie, envoyer quelqu'un en prison.
Et Isabelle venait de le glisser dans mon sac. La vérité m'a frappé comme un coup de masse sur la tête. Ma propre fille, la chair de ma chair, celle pour qui j'avais sacrifié mes rêves, mes envies, mes plaisirs, était en train d'orchestrer ma chute. Avec l'aide de Kevin, elle avait monté une machination pour me faire arrêter, me faire inculper, me faire disparaître de sa vie. Pourquoi? L'héritage. La maison. L'assurance vie. Mon épargne retraite. Mes jambes ont tremblé. Je me suis appuyé contre le mur froid de la cage d'escalier, sentant les larmes monter malgré moi. La douleur n'était pas physique, elle était bien pire. C'était la douleur de la trahison absolue, du mensonge familial, de l'amour transformé en calcul sordide. Mais je n'étais pas devenu vieux sans apprendre à contrôler mes émotions. Après quelques minutes, ma colère a pris le dessus sur ma tristesse. Si Isabelle et Kevin voulaient jouer à ce jeu-là, ils allaient découvrir que le vieux Henri Dubois n'était pas aussi naïf qu'ils le croyaient. J'ai continué ma journée comme si de rien n'était. J'ai fait mes courses, discuté avec Marcel le poissonnier, acheté mes légumes chez Fatima qui tenait le stand de primeur depuis 15 ans. Mais dans ma tête, un plan se formait. Un plan aussi méticuleux que le démontage d'un moteur complexe. De retour à la maison, j'ai trouvé Isabelle dans la cuisine, préparant le déjeuner avec une désinvolture parfaite. Elle fredonnait même, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. « Papa. Comment s'est passée ta matinée ?»« Très bien, ma chérie. J'ai rencontré des gens intéressants. Kevin est arrivé pour le déjeuner, comme prévu. Ils avaient l'air détendus, confiants, certains que leur plan se déroulait parfaitement. Pendant le repas, j'ai observé leurs gestes, leurs regards complices, leurs sourires entendus. Ils attendaient que la police vienne frapper à ma porte d'un moment à l'autre. Mais moi, j'attendais autre chose. Après le repas, j'ai prétexté une sieste. Je suis fatigué, mes enfants. Ces longues marches au marché, à mon âge. Dans ma chambre, j'ai sorti le téléphone de mon sac et j'ai commencé à l'étudier méthodiquement. Les messages révélaient un réseau de chantage, de prostitution, de trafic de stupéfiants. Les photos étaient encore plus compromettantes. Ce téléphone était une véritable bombe à retardement, un arsenal de preuves contre des activités criminelles graves. Quelqu'un avait passé des mois à constituer ce dossier. Quelqu'un qui connaissait parfaitement les rouages de la justice, qui savait exactement quel type de preuve pourrait détruire une vie en quelques heures. Ce quelqu'un, c'était Kevin. J'ai tout compris. Kevin n'était pas un simple escroc financier. Il était impliqué dans des affaires bien plus sombres, bien plus dangereuses. Et quand il avait réalisé que je résistais à ses sollicitations d'investissement, il avait décidé de changer de stratégie. Plutôt que de me convaincre de lui donner mon argent, il allait me faire disparaître pour que Isabelle hérite directement. Et ma fille, aveuglée par l'amour et l'appât du gain, était devenue sa complice. Le soir même, j'ai attendu que Isabelle prenne sa douche. Kevin était reparti chez lui, dans son appartement du centre-ville que je n'avais jamais visité. La maison était silencieuse, seul le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain troublait le calme. Je suis entré dans la chambre d'Isabelle, cette chambre qu'elle occupait depuis l'enfance, où elle avait grandi, rêvé, fait ses devoirs sous la surveillance bienveillante de sa mère. Les murs étaient encore décorés de ses anciens posters, de ses photos d'adolescence, de ses diplômes encadrés. Tout un passé d'innocence qui contrastait cruellement avec ce qu'elle était devenue. J'ai ouvert sa commode, fouillé dans ses tiroirs jusqu'à trouver celui du fond, celui qu'elle fermait toujours à clé mais dont j'avais gardé un double depuis qu'elle était enfant. À l'intérieur, j'ai découvert des documents qui confirmaient mes soupçons, des contrats d'assurance vie à mon nom, des procurations bancaires pré-remplies, des formulaires de succession anticipés. Tout était préparé pour ma mort prochaine. J'ai glissé le téléphone piégé au fond du tiroir, sous une pile de lingerie fine que je ne lui connaissais pas, des sous-vêtements coûteux qui ne correspondaient pas à son salaire d'assistante administrative. Kevin la gâtait avec l'argent qu'il gagnait dans ses activités illégales, et elle fermait les yeux, complice silencieuse de ses crimes. Maintenant, c'était à mon tour d'attendre. Le lendemain était un samedi. Isabelle s'est levée tard, comme d'habitude le week-end. Elle semblait nerveuse, consultait constamment son téléphone, sursautait au moindre bruit dans la rue. Elle attendait que les policiers viennent m'arrêter, que son plan se concrétise. « Papa, tu as l'air fatigué. Tu es sûr que tu vas bien?
Oui ma chérie, juste un peu de fatigue. À mon âge, c'est normal. Kevin est arrivé dans l'après-midi, plus tendu que d'habitude. Son sourire habituel semblait forcé, ses gestes étaient saccadés. Lui aussi attendait que les événements se précipitent. Henry, j'espère que vous avez réfléchi à notre proposition d'investissement. Le temps presse, vous savez. Ces opportunités ne durent pas éternellement. J'ai hoché la tête lentement, jouant parfaitement mon rôle de vieil homme fatigué et confus. Oui, Kevin. Je pense que vous avez raison. Il faut que mon argent travaille. Leurs yeux se sont illuminés. Ils croyaient avoir gagné, ils pensaient que j'allais céder, que j'allais leur donner les clés de mon coffre-fort avant d'être arrêté et emprisonné. Mais le dimanche matin, c'est à leur porte que les policiers ont frappé. J'étais dans la cuisine, préparant tranquillement mon café, quand j'ai entendu les sirènes dans la rue. Des voix fortes, autoritaires, montaient de la cour de l'immeuble. Isabelle s'est réveillée en sursaut, a couru à la fenêtre, le visage blême. Papa. Papa, il y a la police en bas. Ah bon? Que se passe-t-il? Les coups sur la porte ont résonné comme le tonnerre. Police. Ouvrez. Isabelle tremblait, ses mains ne parvenaient plus à tourner la poignée. J'ai dû me lever pour ouvrir moi-même, affichant un air parfaitement innocent et surpris. Messieurs, que puis-je faire pour vous? Nous avons un mandat de perquisition. Nous recherchons des preuves liées à un réseau de chantage et de prostitution. Nous avons des raisons de penser qu'un téléphone compromettant se trouve dans cet appartement. Isabelle s'est effondrée sur le canapé, comprenant instantanément ce qui se passait. Son piège venait de se retourner contre elle, et elle réalisait l'ampleur de sa situation. La perquisition a duré 3 heures. Les policiers ont fouillé chaque recoin de l'appartement, examiné chaque objet, vérifié chaque document. Quand ils ont trouvé le téléphone dans la chambre d'Isabelle, caché parmi ses affaires les plus intimes, l'expression de ma fille s'est transformée en pure terreur. Ce n'est pas à moi. Je n'ai jamais vu ce téléphone. Papa, dis-leur. Papa. Mais que pouvais-je dire? J'étais aussi surpris qu'elle, selon toute apparence. Un vieil homme innocent découvrant avec stupéfaction que sa fille était impliquée dans des activités criminelles. Les enquêteurs ont rapidement établi le lien entre le téléphone et Kevin Mercier. Les numéros, les messages, les photos, tout menait à lui. En fouillant son appartement, ils ont découvert un véritable arsenal de preuves, des ordinateurs remplis de données compromettantes, de l'argent liquide caché dans des valises, des documents falsifiés. Kevin s'est effondré dès le premier interrogatoire. Il a tout avoué, le réseau de chantage qu'il dirigeait depuis 2 ans, les femmes qu'il exploitait, l'argent qu'il blanchissait, les politiciens qu'il faisait chanter. Et il a également avoué le plan qu'il avait monté avec Isabelle pour me faire disparaître et récupérer mon héritage. Ma fille a été arrêtée le lendemain. Les preuves contre elle étaient accablantes, les messages qu'elle avait échangés avec Kevin, les documents de succession qu'elle avait préparés, les témoignages de leurs complices qu'il avait vus participer activement à l'élaboration du piège. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. J'étais présent dans la salle, assis au premier rang, regardant ma fille unique, mon seul enfant, celle que j'avais portée sur mes épaules quand elle était petite, se tenir devant le juge avec les menottes aux poignets. Elle a été condamnée à 8 ans de prison ferme pour complicité de chantage, tentative d'escroquerie en bande organisée et préparation de faux témoignages. Kevin a écopé de 15 ans, étant considéré comme le cerveau de l'opération. Pendant toute la durée du procès, Isabelle n'a jamais cessé de clamer son innocence concernant le téléphone. Elle jurait qu'elle ne savait pas comment il était arrivé dans sa chambre, qu'elle avait été piégée elle aussi. Mais personne ne l'a cru. Les preuves étaient trop cohérentes, trop précises. Moi, j'ai gardé le silence. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je vis seul dans ma maison de la plaine. Les voisins me regardent avec un mélange de pitié et d'admiration, pitié pour le vieil homme dont la fille a mal tourné, admiration pour celui qui a eu le courage de témoigner contre sa propre chair. Ils ne savent pas la vérité. Ils ne savent pas que j'ai orchestré la chute de ma fille avec la même précision que je réparais les moteurs les plus complexes. Ils ne savent pas que chaque geste, chaque décision, chaque silence ont été calculés pour que justice soit rendue. Parfois, je reçois des lettres de prison. Isabelle m'écrit encore, me supplie de la croire, me jure qu'elle m'aimait vraiment,
qu'elle a été manipulée par Kevin. Ces lettres sont remplies de remords, de larmes, de promesses de changement. Je les lis toutes, puis je les brûle dans la cheminée du salon. Car voyez-vous, la trahison d'un enfant envers son parent n'est pas un crime que l'on pardonne facilement. Quand quelqu'un que vous avez nourri, élevé, aimé inconditionnellement décide de vous détruire par appât du gain, quelque chose se brise définitivement en vous. Isabelle pensait que j'étais devenu trop vieux pour comprendre, trop faible pour réagir, trop naïf pour voir venir le coup. Elle s'est trompée sur toute la ligne. La justice des tribunaux l'a condamnée pour ses crimes. Mais la vraie justice, la justice silencieuse d'un père trahi, était déjà rendue avant même que les policiers frappent à sa porte. J'ai 71 ans aujourd'hui. Mes cheveux sont devenus complètement blancs, mes mains tremblent parfois quand je tiens ma tasse de café. Mais mon esprit est plus clair que jamais, ma mémoire plus précise, ma détermination plus forte. Car j'ai appris une leçon que tous les pères devraient connaître, l'amour inconditionnel ne doit jamais devenir de la faiblesse aveugle. Et quand vos propres enfants tentent de vous détruire, la meilleure défense reste encore l'attaque. Ma fille sortira de prison dans 5 ans. Elle aura 42 ans, sa vie sera détruite, sa réputation anéantie, ses rêves brisés. Elle devra reconstruire son existence à partir de rien, porter le poids de sa condamnation, affronter le regard des autres. Moi, je serai peut-être encore là pour la voir sortir. Ou peut-être pas. Mais dans les deux cas, elle saura qu'elle a été punie par celui-là même qu'elle avait sous-estimé. Et c'est une justice que nulle cour, nul juge, nul jury n'aurait pu rendre mieux que moi. Aujourd'hui, ma maison de la plaine est silencieuse. Trop silencieuse, parfois. Les rires de Claire me manquent toujours autant, et ceux d'Isabelle enfant résonnent encore dans ma mémoire comme un écho douloureux du bonheur perdu. Mais j'ai trouvé une certaine paix dans cette solitude choisie. Mes journées sont rythmées par des habitudes simples, le café du matin face à la fenêtre qui donne sur la cour, la lecture du journal régional, les courses au marché le vendredi, les promenades sur le vieux port quand le temps le permet. Marcel le poissonnier prend toujours de mes nouvelles avec une gentillesse touchante. Fatima me garde les plus beaux légumes, refusant parfois que je paie le prix fort. Pour vous, monsieur Henri, c'est prix d'amis. Ces petits gestes de solidarité humaine valent plus que tous les faux sentiments familiaux. Parfois, des journalistes viennent encore sonner à ma porte, espérant obtenir une interview du père courageux qui a dénoncé sa propre fille. Je refuse systématiquement. Mon histoire n'est pas un spectacle, ma douleur n'est pas un divertissement, ma justice n'est pas une leçon de morale pour les masses. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour moi, pour préserver ma dignité, pour que mes dernières années ne soient pas gâchées par la cupidité de ceux qui auraient dû me respecter. Le notaire de famille, Maître Bouchard, un homme de mon âge qui me connaît depuis 30 ans, m'a rendu visite la semaine dernière. Il voulait s'assurer que mon testament était toujours d'actualité. Henri, après tout ce qui s'est passé, vous maintenez Isabelle comme héritière. J'ai réfléchi longuement avant de répondre. Elle reste ma fille, maître. Quand elle sortira de prison, elle aura peut-être appris la valeur de l'argent honnête. Ou peut-être pas. Mais je ne peux pas punir éternellement l'enfant pour les erreurs de l'adulte. Il a hoché la tête, comprenant ma position sans la juger. Et pour la maison? La maison ira à l'association des anciens de l'entreprise. Ils en feront un centre d'accueil pour les retraités isolés. Claire aurait approuvé, j'en suis sûr. En effet, ma femme avait toujours eu un cœur énorme pour les plus démunis. Elle préparait des repas pour les sans-abri pendant les hivers les plus rudes, tricotait des écharpes pour les enfants du quartier. Elle aurait été horrifiée par le comportement de notre fille, mais elle aurait aussi trouvé le moyen de pardonner, comme elle pardonnait toujours tout. Moi, je suis d'une trempe différente. Plus dure, peut-être. Plus pragmatique, certainement. L'horloge de la cuisine vient de sonner 17 heures. Dans 1 heure, je vais préparer mon dîner, une soupe de légumes, un morceau de pain, un fruit. Menu simple d'homme simple, qui a appris à se contenter du nécessaire après avoir été dépouillé de l'essentiel. Demain, comme chaque samedi, j'irai nettoyer la tombe de Claire au cimetière Saint-Pierre. Je changerai les fleurs, laverai la pierre tombale, arracherai les mauvaises herbes qui poussent toujours trop vite. Et je lui raconterai ma semaine, comme je le faisais quand elle était vivante. Je lui dirai que notre fille n'a toujours pas compris, que ses lettres sont toujours pleines d'excuses mais vides de vraies remises en question.
Je lui dirai que Kevin a tenté de se suicider en prison l'an dernier, mais qu'il a survécu. Je lui dirai que la justice humaine suit son cours, lentement mais sûrement. Et je lui dirai aussi que je n'ai pas de regrets. Car voyez-vous, la vie m'a appris que l'on peut pardonner beaucoup de choses, l'erreur de jeunesse, la colère passagère, même la méchanceté gratuite. Mais il y a une ligne que l'on ne doit jamais franchir, celle qui sépare l'amour de la cupidité, le respect de la trahison, la famille de l'exploitation. Isabelle a franchi cette ligne. Consciemment, délibérément, cruellement. Et moi, Henri Dubois, mécanicien retraité de 71 ans, j'ai fait ce que tout homme digne de ce nom aurait dû faire, j'ai défendu ma dignité. Pas avec violence, pas avec colère, pas avec vengeance aveugle. Avec intelligence, avec patience, avec cette justice silencieuse que seuls comprennent ceux qui ont vécu assez longtemps pour distinguer le vrai du faux, l'authentique du fabriqué, l'amour sincère de l'intérêt calculé. Ma fille apprendra peut-être, un jour, la valeur de ce qu'elle a perdu. Ou peut-être restera-t-elle persuadée jusqu'à sa mort qu'elle était la victime de cette histoire. Dans les deux cas, l'essentiel est acquis, elle ne pourra plus jamais me faire du mal. Et c'est là, finalement, la plus belle victoire qu'un vieil homme puisse remporter, celle de sa propre protection, de sa propre dignité, de sa propre paix. Le soleil se couche sur Marseille, teintant les murs de ma cuisine d'une lumière dorée qui me rappelle les derniers beaux jours avec Claire. Demain sera un autre jour, avec ses petites joies et ses petites peines, ses routines rassurantes et ses souvenirs douloureux. Mais ce sera un jour où je serai libre, où je serai respecté, où je serai en paix. Et cela, aucune fille ingrate, aucun escroc ambitieux, aucune machination sordide ne pourra jamais me l'enlever. Si cette histoire de justice silencieuse et de dignité préservée vous a ému, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à partager en commentaire vos réflexions sur les relations familiales et la trahison. Votre engagement nous aide à continuer à raconter ces histoires qui touchent au cœur de l'humanité.